Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 2 août 2024, il est 10h07 en France et 17h07 au Japon. On est vendredi et on est ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Golarion, à l'exception de toutes les autres. Dernière émission de Soft Power aujourd'hui, en tout cas au rythme et au format que vous connaissez depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Vous inquiétez pas, l'émission continue 100%. Mais il va y avoir dans les prochaines semaines quelques changements durables pour l'émission. Je vous en reparle au milieu de celle-ci. Mais en attendant, du soft power classique, où l'on va faire ensemble le tour de l'actualité pop culture de la semaine passée afin d'en dégager tendance et dispositif. Le tout sur fond de bande originale d'animé, vous en avez l'habitude. 60e numéro de Soft Power cette semaine, les gens. 60e numéro, la classe. Un numéro intitulé cette semaine, il y a des lanternes flottantes dans le ciel. T'y crois ? La lanterne japonaise symbolise le passé qu'on oublie. Mais voici un scoop, on n'est pas japonais. Demon, les gens, Demon The Vampire Diaries, puisque cette semaine, je vous emmènerai justement faire un tour près de chez moi, au Japon, pour parler de cette nouvelle série de télé-réalité qui cartonne ces dernières semaines. The Boyfriend, le concept est simple, 9 hommes gays habitant ensemble dans une maison toute chamallow, où peut-être naîtront certaines étincelles de l'amour. 9 hommes gays au Japon. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que les médias nationaux comme internationaux se targuent de parler de petites révolutions, et il se pourrait bien que je sois pas tout à fait d'accord avec ça, on en reparlera. On fera un tour du côté d'une vente aux enchères qui a eu lieu vendredi dernier aux États-Unis, menée par Heritage Auction, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande maison de vente aux enchères du pays. Une vente aux enchères très pop culture, puisque l'une des pièces maîtresses de l'événement était le fameux bikini doré porté par Carrie Fisher dans la première trilogie Star Wars. Ce sera l'occasion pour nous de faire un petit tour du côté du marché des accessoires de films et de séries. Une fois n'est pas coutume, on découvrira ensemble, les gens, une initiative citoyenne européenne dont la collecte de signatures a démarré ce mercredi. Une initiative baptisée Stop à la destruction des jeux vidéo et dont le titre est plus évocateur que ne l'est réellement le contenu de l'initiative. Ça me permettra de vous parler d'un procès actuellement en cours devant la Cour de justice européenne qui pourrait bien modifier durablement l'appréciation de la propriété intellectuelle, à minima dans le monde du jeu vidéo. Spoiler, ce serait vraiment pas une bonne nouvelle. Vous allez voir, on s'écoutera quelques notes du premier titre de la chanteuse Miki, Échec et Mat, un morceau qui a absolument tout cartonné sur YouTube, grâce notamment à une mise en avant exceptionnelle de la plateforme pour une toute nouvelle chaîne pourtant, ce qui en a mené beaucoup, notamment sur Twitter, à se demander si Miki n'était pas en réalité une industrie plante. Si vous ne connaissez pas le terme, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais pour bien démarrer cette émission, les gens, je vous propose bien sûr de commencer avec la bande-annonce de la semaine, mais une fois n'est pas coutume, âme sensible s'abstenir, premier degré, et pour les autres, il en faudra du courage pour arpenter les enfers. Alors équipez-vous de votre gant de la destruction, armez-vous de votre pistolet samaritain et enfilez votre long trench coat. C'est au moins ce qu'il vous faudra pour affronter et vaincre les forces du mal. There's something going on here. I need to understand it. Like you do. That's exactly why you shouldn't be here. You might say a demonic entity falls under our expertise. Crooked man's waiting on you. That's interesting. Oh, you didn't want me to squash? No, squashing's good. I heard tales about him all my life. Most just called him the Crooked Man. I thought Big Red wasn't scared of anything. Oh, I know something you're afraid of. You hear something? Your road ends in the dark like mine. Let's just keep on coming. It ain't even really begun. Come on, Snake, let's rattle. Let not your horns be troubled. By way they know not.
You doubt the power of prayer, son? Just in case. S'il doit y avoir une fin, qu'elle soit bruyante, qu'elle soit sanglante, mieux vaut brûler que dépérir dans l'obscurité, comme le disait ainsi Guagash dans l'excellent comic book Hellboy, coécrit et dessiné par Mike Mignola depuis 1993. Hellboy, œuvre absolument culte, marquée par les ombres lourdes et les traits minimalistes de Mike Mignola, marquée aussi par le folklore, la mythologie et l'horreur Lovecraftienne de son lore, par ses thématiques, par ses tonnes de spin-off et par son histoire, celle d'Hellboy, un démon invoqué par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sauvé et élevé par les Alliés. Un démon qui sera amené au fil des chapitres à combattre pour le compte du Bureau de recherche et de défense paranormale des créatures surnaturelles et explorer ainsi des mystères occultes tout en luttant contre sa propre destinée. Et qui dit œuvre culte, les gens dit bien évidemment appel de l'adaptation cinématographique qui n'a pas manqué avec les plutôt chouettes films coécrits et réalisés par Guillermo del Toro en 2004 et 2008, comme on en parlait à l'instant dans le chat, puis avec l'horrible relance de la franchise réalisée en 2019 par Neil Marshall avec David Harbour et Mila Jovovich. Ce casting, même Hellboy, il essaye pas une seconde de le chasser. Un film claqué au 3e sous-sol qui avait valu à l'unanimité de la presse de targuer celui-ci de raté grotesque et qui lui avait surtout valu de belles nominations aux Raspberry Awards dans la catégorie pire réalisateur, pire acteur, pire scénario, pire remake et pire manque de respect pour la vie humaine et la propriété publique, ce qui était quand même un petit peu exagéré. David Harbour, c'est pas non plus le pire acteur, mais un retour critique et commercial suffisamment mauvais pour qu'on se dise tous et toutes d'un commun accord que la franchise Hellboy au cinéma, c'était probablement fini, que c'était pas tant que ça un mal au bout du compte. Sauf que nenni, tapis dans l'ombre des droits d'auteur et du ruissellement vers le haut, à une époque où décidément les histoires avec des nazis, on le vend en poupe hors et dans les salles de cinéma. Les boîtes de production Millennium Media, Dark Horse Entertainment et Nu Boyana, qui avaient déjà participé au 10e siècle des enfers du film de 2019, n'en avaient décidément pas fini avec la licence et ont décidé de relancer en février 2023 un nouveau projet Hellboy dont viennent d'être dévoilées les premières images que vous venez de découvrir. Hellboy The Crooked Man, adapté de la bande dessinée du même nom, un film réalisé par Brian Tyler, derrière les très chouettes Hypertension 1 et 2 et les absolument terribles Gamer avec Gérard Butler et Ghost Rider Spirit of Vengeance, dont le titre résumait l'état d'esprit de celles et ceux qui s'en étaient frappé la vision en salle. Et pour illustrer ce nouvel Hellboy, les gens retrouvent au casting Jack Casey qui campera le démon rougeâtre après avoir campé Black Tom Cassidy dans Deadpool 2. Jack Casey aux côtés de Martin Basindale, de Jefferson White et d'Adeline Rudolph. Le film sera rated R, obligeant ainsi les mineurs qui souhaiteraient le voir à être accompagnés par un adulte. Rated R pour ses éléments effrayants, violents, adulte et sombre, probablement en lien avec le fait que, vu les premières images, le chef-op semble avoir quitté les plateaux du tournage jour 1, à moins que ce soit pour les intelligences artificielles génératives qui auraient été utilisées pour les effets visuels de la production. Je mets là du conditionnel, la boîte de production et un article de la Motion Picture Association rapportant que des IA auraient permis de générer du contenu pour le film, alors que le réalisateur Brian Tyler le nie depuis le début. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film nous racontera les péripéties d'Hellboy et d'un agent débutant du Bureau de recherche et de défense paranormale des créatures surnaturelles qui, alors qu'il se retrouve bloqué dans les Appalaches, découvre une petite communauté hantée par des sorcières, dirigée par un diable local ayant un lien troublant avec le passé de Hellboy, The Crooked Man, l'homme tordu. Et le pire, c'est que sous sa photo pourrie et ses effets tout cheapos, je sais pas pour vous, mais moi, il y a un je ne sais quoi qui m'attire déjà dans ces premières images de Hellboy The Crooked Man, bien décidé à renouer avec l'horreur des bandes dessinées et le lore originel du personnage. Allez savoir, c'est peut-être moi qui suis tordu, je ne sais pas. Mais au-delà de mes attentes personnelles, qui sont pas non plus démesurées, je vous le cache pas, si je vous parle de cette Hellboy Crooked Man, c'est avant tout parce que la majeure partie de son tournage a été réalisée en Bulgarie et que ça nous raconte quelque chose d'une tendance qui se déroule en Europe du Sud-Est depuis quelques années désormais, la course au rabais. La course au rabais, les gens, c'est la course à ce fameux mécanisme dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission, un mécanisme sous condition de soutien financier destiné à encourager les productions cinématographiques et télévisuelles dans un pays donné, qu'il s'agisse de productions nationales ou internationales, un remboursement en espèces d'un pourcentage des dépenses éligibles engagées lors de la production d'un film ou d'une série télévisée dans un pays spécifique, avec pour ce dernier l'envie d'attirer
d'attirer, on en parlait dans le dernier numéro de Soft Power que je vous invite à réécouter, d'attirer des productions internationales et locales, de stimuler l'économie, de créer des emplois et de promouvoir le pays comme destination de tournage, même si tout ceci est très discutable. On en parlait il y a 2 semaines, je me répète pas. Et une course au rabais qui s'est renforcée ces dernières années, suite notamment à la sortie de pandémie, à l'amélioration des infrastructures, à une concurrence accrue tirant les coups vers le bas, mais aussi à la limite en capacité réelle des pôles d'Europe centrale que sont la Hongrie et la République tchèque, amenant bon nombre de productions internationales à se tourner vers de nouvelles propositions, vers la Grèce, vers la Croatie, notamment avec le tournage de Game of Thrones sur place pour filmer les extérieurs de la ville fictive de Port-Réal, vers Malte, on en parlait notamment pour le tournage du film Gladiator 2, vers la Serbie, qui a vu sa propre fortune augmenter depuis l'introduction en 2016 d'une remise en espèces de 25%, qui passe à 30% pour les productions dont le budget est supérieur à 5 millions d'euros, vers la Roumanie, bien sûr, un fief de mercredi pour Netflix, mais aussi vers la Bulgarie, justement, qui après les tournages de Hitman, de The Expendables et de 300 Rise of an Empire, a introduit il y a 2 ans, début 2022, une remise en espèces de 25% sur les dépenses locales effectuées pour les productions internationales, appuyée par une simplification des procédures, une remise en espèces qui a fait suite notamment à une refonte de la législation sur l'industrie cinématographique en Bulgarie en février 2021, refonte soutenue par une large coalition des partis politiques sur place qui a mené une augmentation du financement pour la production cinématographique avec un budget annuel de plus de 20 millions d'euros pour le cinéma, une refonte discutable, possiblement en trompe-l'œil. Je rentre pas dans les détails, mais certaines organisations cinématographiques bulgares ont déclaré que la répartition de ces fonds posait problème et que de fait, on allait probablement assister dans les prochaines années à une réduction des fonds destinés à un cinéma bulgare déjà fortement en déclin afin de financer le contenu de programmes de grandes chaînes de télévision. Affaire à suivre de ce côté-là. On en reparlera probablement dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir du côté de l'industrie cinématographique bulgare. Et oui, j'ai bien dit cette phrase. Bref, une refonte de la législation sur l'industrie cinématographique bulgare, les gens, à laquelle il faut ajouter un renforcement des droits des créateurs l'année dernière, puisque la Bulgarie a adopté les directives européennes SATCAP 2, renforçant ainsi les droits des créateurs audiovisuels et garantissant une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs œuvres, mais aussi à laquelle il faut ajouter une modernisation des infrastructures, un maintien des coûts de production particulièrement bas. Avi Lerner, le PDG de New Boyana Film Studio, studio de production derrière cette Hellboy The Crookman, parlant carrément de pays le moins cher d'Europe pour la production cinématographique, et ce à quoi il faut ajouter au global une amélioration des conditions de sécurité. Je sais pas si ça empêchera complètement d'éclater la faune locale, comme on avait pu le faire sur le tournage de The Expendables 2, où plusieurs milliers de chauves-souris, pourtant espèces protégées, avaient été indirectement décimées par le tournage. On verra. Ce qui est sûr, les gens, c'est que cette Hellboy The Crookman a largement bénéficié de cette vaste tendance à l'incitation fiscale sud-européenne, ce qui lui a permis de baisser ses coûts de production qui avaient déjà pas l'air faramineux. Bref, est-ce que cette Hellboy 2024 tiendra au moins la dragée haute à celui de 2019 et s'offrira peut-être même le luxe d'être un bon film? Réponse en salle courant de l'automne, mais comme le soulignait Greux Agache, je le répète, s'il doit y avoir une fin, qu'elle soit brillante, qu'elle soit sanglante, mieux vaut brûler que dépérir dans l'obscurité. Not so far away, one of the most iconic pieces of Star Wars memorabilia is about to go up for auction. Princess Leia's bikini from Return of the Jedi. This legendary costume, worn by Carrie Fisher in her unforgettable role as Princess Leia Organa, has become a symbol of sci-fi history and pop culture. But what is it worth to a Star Wars fan? These are the treasures of history. The creation of Princess Leia's bikini is a fascinating story in itself. The costume, Si c'est pour l'argent que vous faites ça, alors c'est tout ce que vous recevrez. Soulignait la princesse Leia à Han Solo dans Star Wars Un Nouvel Espoir en 1977, avant de se rendre compte que vendredi dernier, Heritage Auction, la grande maison de vente aux enchères américaine basée à Dallas au Texas, avait vendu pour la modique somme de $175 000 son bikini doré, le fameux bikini doré de la princesse Leia, porté par la regrettée Carrie Fisher, qui avait par ailleurs déclaré à plusieurs reprises avoir regretté qu'on la force à le porter.
rapporté 175 000 $ les gens pour l'ensemble de ce 7 pièces conçu par Richard Miller, alors sculpteur en chef d'ILM, la société d'effets visuels fondée par George Lucas, mais 175 000 $ qui se sont bien vite accompagnés de la vente d'un Y-Wing Starfighter miniature conçu par Colin Cantwell pour le premier film Star Wars, vendu pour 1,55 million de $. 1,55 million de $ les gens, d'une affiche du film Star Trek 4, Le Voyage sur Terre de Bob Peak, vendu pour 100 000 $, d'un marteau de Thor du film Thor, Le Monde des Ténèbres de Marvel, vendu à un peu plus de 80 000 $, ou encore de la baguette utilisée par Daniel Radcliffe dans Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban pour 52 000 $. Mais what the fuck, pourquoi est-ce que vous faites ça? Des chiffres énormes qui soulignent à quel point, et a fortiori ces dernières années, le grand monde des movies et series props, ces accessoires de films ou de séries, est devenu un marché à part entière. Certains fonds spéculatifs n'hésitant pas à s'y diversifier et certains encore n'hésitant pas à vider des entrepôts entiers, comme en 2018 lorsque le bouclier de Captain America, un masque d'Iron Man et au total 1 million de $ d'accessoires avait été volé dans un entrepôt public au sud de la Californie, le soir même, les gens, le soir même où un autre entrepôt à 100 km de là, était lui aussi vidé de ses accessoires. La police avait suggéré à l'époque, premier degré, la police avait suggéré à l'époque qu'il n'y avait peut-être pas de lien entre les deux et qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un fromage. Ouais, 2 entrepôts à 100 km l'un de l'autre, vidés au même moment de leurs accessoires de film. Et mental, mon cher Watson, absolument. Et pour cause, si ces achats et ces vols se sont multipliés, c'est que la valeur de ces derniers a explosé ces dernières années. Certains experts de maisons de vente aux enchères estimant, comme le rappelle cette semaine le journal The Guardian, que le chiffre d'affaires annuel de ces movie and series props est passé de 20 à 40 millions de $ il y a 10 ans. 20 à 40 millions de $ il y a 10 ans, à 200 à 400 millions de $ aujourd'hui, d'où le fait que ces objets de collection sont désormais devenus légitimes et ont été canonisés dans les expositions permanentes de l'Academy Museum of Motion Pictures et du Lucas Museum of Narrative Art à Los Angeles, après des décennies de rejet et après des décennies où les studios recyclaient, jetaient, brûlaient majoritairement sans discernement une grande partie de leurs actifs sans se soucier de la postérité ou de leur conservation. Mais à 400 millions de $ le marché, là clairement, c'est de l'art, les gens. Ah oui, c'est de l'art, c'est la définition numéro 1 de l'art, bien sûr. C'est à partir de 200 millions de $ qu'on est de l'art, il me semble. En dessous, on est toujours du cochon. Et un marché très prisé par de nombreuses maisons de vente aux enchères, avides de mettre la main sur de tels lots en suivant la fameuse règle des 4D qui leur permettait de les acquérir: décès, divorce, dette ou déménagement. La mort en 2016 de Debbie Reynolds, la collectionneuse la plus célèbre du secteur, ayant par exemple permis à Joe Maddalena, propriétaire de l'époque de la maison de vente aux enchères Profile in History, avant que celle-ci fusionne il y a quelques années avec Heritage Action, de gérer une série de ventes des biens de Debbie Reynolds d'un montant brut de plus de 25 millions de $. 3 fois rien, les gens, 3 fois rien. Ça aide d'avoir récupéré des tonnes d'accessoires de la MGM, à la société de production et distribution d'œuvres de cinéma et télévision, quand celle-ci en avait balancé 13 à la douzaine dans les années 70 en pleine crise économique du groupe. C'est sûr que ça aide, c'est sûr. Un marché qui a vu aussi l'émergence de ces dernières années d'intermédiaires négociant directement en cours de production d'un film ou d'une série, ou dès la fin de production de celui-ci ou de celle-ci, pour récupérer les fameux trésors, les fameux sésames. Mais surtout un marché d'autant plus absurde et paradoxal qu'il est toujours aujourd'hui bourré d'imitations, que même les originaux n'ont pas été conçus pour durer, que la valeur des objets est très souvent symbolique, que certaines des mesures de protection structurelle que l'on retrouve notamment dans le monde des beaux-arts et même des souvenirs sportifs n'ont pas encore été mises en place, si bien est qu'il revient souvent aux seuls commissaires-priseurs, aux acheteurs potentiels et même le plus souvent aux réseaux sociaux de débusquer les fraudes, comme en mai 2018 lorsque Profile in History avait dû retirer un sabre laser d'Obi-Wan Kenobi après que des membres de Replica Prop Forum ont remis en question sa légitimité, et à raison. Clairement, c'était pas le sabre laser que vous cherchez, et tout ça est d'autant plus compliqué que c'est développé également en parallèle tout un marché de reproduction officielle des objets. Je sais les gens, ça fait mal à la tête. Un marché de reproduction officielle des objets, et souvent à des prix délirants. Le vendeur de billets Fandango, par exemple, s'étant associé à Universal il y a quelques années pour la production d'accessoires en édition limitée, comme une réplique de la tête d'un dinosaure de Jurassic World à 25 000 $ l'unité, fabriquée par les mêmes artisans qui ont fabriqué la vraie version du film. Mais c'est pas la vraie version, c'est des reproductions.
What the fuck? Et ça, c'est quand les artisans rentrent littéralement dans le moule de la production officielle, puisqu'il est aussi arrivé régulièrement que les faussaires de ces accessoires soient précisément les artisans eux-mêmes, comme le souligne Jason Debord, qui dirige l'organisme de surveillance de l'industrie Original Prop Blog. Je le cite, les accessoiristes fabriqueront 20 exemplaires identiques au lieu de 6 pour eux-mêmes et les vendront discrètement comme des objets d'occasion. Bref, tout un système tout pétaxe, très brouillon pour ne pas dire régulièrement frauduleux, mais très efficace à l'engagement, a fortiori dans un monde de pop culture et connecté qu'à la connexion émotionnelle forte avec ces objets issus des univers qu'on apprécie, s'ajoute une étude réalisée en 2022 par des universitaires de l'université Maidol en Thaïlande qui avait révélé que l'intensité avec laquelle une personne utilisait les réseaux sociaux était liée à des comportements d'achat négatifs tels que des achats impulsifs et de la consommation ostentatoire. Un sacré cercle vicieux pour beaucoup de geeks connectés que nous sommes, en tout cas que je suis clairement, moi il y a mon nom partout dans l'étude, ça j'en doute pas une seconde. Bref, une nouvelle industrie de la collection absurde en devenir, en empuissantement total, un vrai cas d'école qui témoigne une nouvelle fois, s'il le fallait encore, de comment notre organisation sociale du travail se manifeste dans l'achat et la vente de marchandises, de comment sur le marché nos relations sociales sont de plus en plus réifiées et surtout de comment dans le processus d'échange commercial, les marchandises apparaissent sous une forme toujours plus dépersonnalisée, occultant les relations sociales inhérentes à leur production, puisqu'ici, et plus que jamais, qu'importe qui fabrique quoi, qui travaille pour qui, le temps de production d'une marchandise, il ne reste qu'un objet en soi et pour soi, un objet dont la valeur intrinsèque autonome n'est plus déterminée dans ce cadre des movies and series props que par nos rencontres avec les œuvres qui les ont portées, que par nos actifs émotionnels désormais marchandisés et par le succès et la composition de ces dites œuvres, évidemment. Je pense que le blouson de cuir de Keanu Reeves dans The Watcher en 2000, il est dans un film tellement guest que je dois être le seul intéressé et le blouson il doit valoir 3 balles et demie, mais je pense les gens que vous m'avez compris. Bref, si vous souhaitez un jour vous aussi mettre la main sur les lunettes de Neo dans Matrix Reloaded, si sur un exemplaire du EM1 Raygun de l'effaceur avec Arnold Schwarzenegger ou sur le slip bleu de Philippe Catherine à la cérémonie d'ouverture des JO, pourquoi pas, il va falloir que vous mettiez de l'argent de côté, beaucoup d'argent de côté les gens. Allez, que la Porsche soit avec vous. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geeks ou des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que dictaments. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes anti-vomitifs. Chaque et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi je suis échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Il y a 2 semaines, si vous vous promeniez sur YouTube, peu importe la page où vous vous trouviez, vous avez sûrement été confronté à la recommandation de la chanteuse Miki, poussée par un algorithme fou qui a permis à sa chanson Échec et Mat de réaliser quelques centaines de millions de vues en quelques heures et à sa chaîne fraîchement créée pour l'occasion de manger plus de 10 000 abonnés en 3-4 jours, alors qu'ici il nous faudra 3 ou 4 ans. Et si l'on en croit les nombreux commentaires laissés sous le titre, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ont été ravis de tomber sur ce morceau très années 80 dans l'esprit, avec ses touches de city pop et son placement vocal à rien décalé, le tout habillé d'un clip amateur filmé au Nokia 3310 devant un Buffalo Grill dont seuls les meilleurs d'entre nous peuvent bien sûr évoquer le goût de la salade d'entrée légèrement rance qu'on se dépêchait de manger pour aller toper un flipper ou une borne d'arcade qui traînait dans le coin. Bref, il n'en fallait pas plus pour faire exploser les débuts de Miki et lancer celle-ci sur le grand chemin de l'indépendance, sauf que tout cet amateurisme et toute cette indépendance affichée dans sa vidéo, c'était du pipeau, de la flûte. Ça, c'est ce qu'ont découvert après quelques recherches acharnées certains détectives de Twitter dont les procédés de recherche sont parfois difficiles à distinguer du doxing, il faut le dire, et qui nous ont permis d'apprendre que Miki était loin d'être sortie de nulle part, qu'elle était en réalité active depuis au moins 2021, qu'elle avait fait des feats, des scènes, mais surtout que sa chaîne YouTube et que son compte Spotify notamment avait été expurgé de ses précédentes créations pour mieux servir son rebranding, sa nouvelle direction artistique jouant précisément l'amateurisme et les années 80-90, alors même qu'en parallèle, elle était signée chez un label. Je vous passe tous les détails sur sa vie privée et le compte bancaire de ses parents, où s'en
cogne. Enfin, beaucoup s'en sont malheureusement pas cognés, et ni une ni deux. Il a pas fallu longtemps à l'internet français, largement drivé par Twitter, pour s'emballer sur Mickey en lui reprochant d'être une industrie plante. Une ou un industrie plante, ce sont ces artistes qui précisément se présentent comme indépendants et qui se sont faits eux-mêmes ou elles-mêmes, alors qu'ils ou elles ont en réalité derrière les ressources d'une puissance plus grande, notamment celle d'un label qui élèverait ces industries plantes en batterie et les calibrerait ainsi pour le succès. L'un des exemples les plus prototypiques de ça étant celui de l'artiste américaine Gayle, qui avait fait passer son énorme carton ABCDUFU pour une commande TikTok, alors que la personne derrière cette fameuse commande TikTok s'est révélée être le directeur de chez Atlantic Records, où elle avait signé quelques semaines auparavant. Oui, bon là je peux comprendre que ça énerve un petit peu, en effet, je peux comprendre que ça énerve, mais bref, Industry Plant, un terme souvent utilisé au début des années 2010 dans le domaine du rap pour qualifier des artistes comme Chance the Rapper ou Cardi B, avant de s'étendre à la pop pour Clairo et Billie Eilish, et un terme de plus en plus employé en France, comme il a pu l'être pour des artistes comme Wernois ou Oudi qui par ailleurs s'était même moqué du terme en le reprenant dans son titre Belle chanson, où il chantait il y a quasi tout ce qui va dans ma poche, je suis le boss des industries plantes. Et voilà que désormais Mickey est aussi une nouvelle industrie plante. Sauf que les gens, de quoi on parle exactement quand on parle d'industrie plante? Est-ce qu'on parle d'un artiste qui profiterait du népotisme, d'un héritage, d'un piston? Pourquoi pas? Est-ce qu'on est industrie plante dès qu'on signe avec un label, ou est-ce qu'on l'est parce qu'on le signe trop tôt? Et comment on détermine ce trop tôt? Est-ce que toutes les carrières démarrées grâce à des succès sur TikTok sont des industries plantes par essence? Est-ce que le simple fait de toucher un salaire pour la création est déjà ruine de l'âme? Je ne sais pas. Mais si je pose toutes ces questions, c'est que le terme industrie plante est extrêmement flou, qu'il brasse tout un tas de situations très différentes, et que de fait, en s'intéressant à ceux qui l'utilisent et pour parler de qui, on constate que c'est majoritairement des femmes et des personnes racisées qui sont définies comme des industries plantes. Qui est surpris ici? Les gens, qui est surpris ici? Levez pas les mains, je les vois pas, je vous rappelle. Mais au-delà de ça, pour aller plus loin, les gens, cette question de l'industrie plante, il me semble qu'elle pose en filigrane aussi celle de notre rapport à l'authenticité de celles et ceux dont on écoute le travail, mais également de notre propre authenticité. Petit instant philosophie de comptoir de ma part, et vous me corrigerez pleinement dans le chat ou dans les commentaires de la VOD si vous n'êtes pas d'accord, je n'en doute pas une seconde, mais il y a dans l'authenticité l'étymologie de l'autorité, du fait d'agir selon sa propre autorité, en autonomie bien sûr, mais surtout en compréhension de soi, main dans la main avec la sincérité, hein. Il y a dans l'authenticité quelque chose de la cohérence entre nos valeurs, nos croyances internes d'un côté et notre expression externe de l'autre. Sauf que les gens, l'authenticité, c'est pas quelque chose d'anhistorique qui relèverait de l'invariant. Avec le tournant néolibéral des années 80, un changement culturel vers l'individualisation, vers la responsabilisation et l'autogouvernance s'est opéré, a infusé globalement dans la société, et on a internalisé ça comme des idéaux personnels de réussite dans ce que certains auteurs, dans la recherche sur ces questions, ont nommé des formes néolibérales de subjectivité. L'idée, c'est simple, c'est que ces normes néolibérales imprègnent la vie personnelle et publique, et dans ce cadre, l'authenticité est instrumentalisée notamment comme un moyen de parvenir au succès néolibéral, puisque précisément dans un système néolibéral, être un sujet authentique signifie intérioriser les normes néolibérales d'individualisation, de responsabilisation, de gouvernance pour être économiquement viable pour le travail, ce qui deviendra alors synonyme de réussite et de bonheur néolibéral. Et pour ce faire, on est encouragé à assumer la responsabilité individuelle de notre propre santé mentale, vous savez, de notre capacité à faire face à nous rétablir. Et la douille est d'autant plus grande que la promesse de l'authenticité néolibérale, elle est infinie. On n'est jamais suffisamment authentique. On peut toujours être plus individuel. On peut toujours être plus responsable. On peut toujours être plus viable. Et c'est là, les gens, il me semble, c'est là qu'il me semble qu'il est d'autant plus absurde de rechercher de l'authenticité chez Mickey qu'en contraste avec des définitions existentielles de l'authenticité qui exigeaient une forme d'autotranscendance. L'authenticité néolibérale, elle est subjective, elle est complaisante, elle n'a aucun sens. Il n'y aura pas d'authenticité véritable sans remise en question des normes et des attentes sociales. Il n'y aura pas d'authenticité sans résistance à l'acceptation passive des vérités produites par les structures de pouvoir existantes. A fortiori que s'il est reproché à Mickey d'être une industrie plante, c'est précisément aussi parce qu'on est tous et toutes là, il me semble, encore collectivement matrixés par le discours de la possibilité d'une réussite à partir de rien, de se faire soi-même, dont le succès ne serait dû qu'au mérite de son talent, de son travail et de ses belles notes, une forme d'absurdité
d'application pure et simple des mythes néolibéraux les plus crasses, ce qui n'est pas trop la ligne de l'émission, ça je crois que vous l'aurez compris si vous la suivez depuis quelques temps. Bref, je vous emmène pas plus loin dans ces quelques réflexions que j'ai pu avoir en écoutant Mickey cette semaine et en voyant les différents débats sur Twitter. Et si vous voulez en savoir plus sur son travail, son double titre Graou intégrant le titre Échec et maths est disponible un peu partout, YouTube compris, et je vous mets en description le lien et les quelques dates de ses futurs concerts si le cœur et l'oreille vous en disent. Et l'authenticité aussi, bien sûr. Il est 17h48 au Japon, il est 10h48 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. On se retrouve juste après pour faire un petit point sur l'émission pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Ça permettra de faire un point sur ce qui a pu se passer ces derniers mois avec pas mal de changements d'horaire, de jours. C'était un petit peu compliqué. On va mettre toutes les cartes sur table. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est pour Soft Power pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et on parlera également, chose promise, chose due, de la nouvelle télé-réalité de Netflix, The Boyfriend, soi-disant révolution des genres au Japon, sauf que peut-être pas tant que ça en réalité. En tout cas, ce sera ma take. Et on ira faire un tour aussi du côté de l'Union européenne avec une initiative citoyenne européenne démarrée cette semaine et sobrement intitulée Stop à la destruction des jeux vidéo. Une initiative européenne dont le titre est plus énervé que son contenu. On verra ça. Et quand est-ce qu'on verra ça? Précisément après le titre de la semaine sur Soft Power qui démarre juste maintenant. Bonne écoute. Vous êtes toujours sur Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous venez d'entendre Pass Forward, un extrait de la bande originale de Isura, adaptation animée d'une série de light novel écrite par Keiso, qui a le bon ton de ne pas avoir un titre de 18 mètres de long. Merci. Une série d'animation produite par Passionné et Sanzigen, un isekai qui nous raconte l'histoire de deux milieux qui, après la mort du roi des démons, errent sans but
s'affrontent et déclenchent entre eux des conflits pour déterminer qui sera le plus puissant. Et pour mettre tous ces affrontements en scène, on retrouve à la bande originale Masahiro Tokuda, rarement sur des OST d'animé. C'est lui qui avait notamment travaillé sur celle de Bullbuster, sur celle de Décadence, sur celle de Platinum End, et qui est donc de retour pour cette nouvelle bande originale pour l'animé Isola. Pass Forward, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. Et je vous propose, les gens, qu'on profite de ce petit moment de pause pour se poser quelques instants pour parler de Soft Power. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi que l'émission existe, et je suis très content du travail que j'ai pu fournir pour celle-ci tout ce temps et des retours dont vous avez pu me gratifier. Sincèrement, merci, sincèrement. Vous le savez sans doute, j'en ai déjà parlé, mais une émission de Soft Power, c'est une 30aine d'heures de travail en moyenne que j'ai essayé de réduire au maximum ces derniers mois en peaufinant mes méthodes de travail, en supprimant une news par-ci, une news par-là, pour arriver à un total aujourd'hui de 6 news par émission, 5 aujourd'hui, ce qui me convient absolument pas. Et malgré ça, je me retrouve toujours dans une situation absurde où gérer la continuité de l'émission m'empêche absolument de faire quoi que ce soit d'autre, alors que je déborde d'envie, d'idées de création sur YouTube, sur TikTok, mais aussi à l'écrit et en IRL par ailleurs. Ça fait maintenant des mois que je dois sacrifier des nuits complètes pour pouvoir tenir le rythme infernal de l'émission, parce que j'ai en parallèle le malheur d'avoir des horaires de travail à la japonaise qui malheureusement ont pas mal empiré ces dernières semaines, et je suis papa d'un petit garçon en bas âge qui fait pas hyper bien ses nuits. Ça n'arrange pas le tout. Là, tel que vous voyez, je sors d'une nuit blanche pour la préparation de cette émission. Comprenez bien que je dis pas du tout ça pour me plaindre, pas du tout. C'est juste que j'ai bien réfléchi et que je peux pas continuer l'émission de la façon dont je l'ai fait jusqu'à maintenant. C'est crevant, c'est pas stable, c'est pas bon pour ma santé, et la qualité en pâtit forcément, et si elle n'en a pas pâti jusqu'à maintenant, elle en pâtira, c'est obligatoire. Donc la ligne, les gens, que je me suis fixé pour le moment, et je suis totalement ouvert à vos propositions, à vos idées dans les commentaires, sur le Discord, par message privé, comme vous voulez. Ma ligne pour le futur de Soft Power, c'est une émission, un vendredi sur 2, de 10h à midi, qui sera toujours le vendredi, hors cas très exceptionnel, mais qui cette fois sera stable. Ce sera le vendredi dans 90-95% des cas. Une émission qui comptera entre 7 et 9 news, comme c'était le cas au début de l'émission. C'est plus que maintenant. Peut-être avec une rubrique supplémentaire entre les news et les recommandations de la semaine. J'ai toujours eu envie d'en avoir une supplémentaire. J'y réfléchis encore. Il faut que ça me demande pas trop de temps, que ce soit utile, que ça rentre dans les 2 heures de l'émission. Je vous explique après pourquoi. Et d'ici la fin de l'année, j'espère une refonte totale du visuel de l'émission par l'ami copain du web, grâce à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement chaque mois sur Patreon notamment, mais sur Twitch aussi, pour que l'émission ait le plus de gueule possible, qu'elle se professionnalise. C'est un projet qui m'est cher, peut-être un projet qui prend pas autant que je le voudrais, mais c'est le jeu d'internet, c'est pas grave, et j'en suis déjà très heureux. Donc merci pour les soutiens financiers, je le redis, mais chaque euro versé est intégralement reversé à Soft Power dans un premier temps et dans d'autres contenus internet par la suite, mais je vous préviendrai à ce moment-là. On reste totalement transparent là-dessus. En tout cas, il n'y a pas d'argent qui part en privé, ça n'a jamais été le but. Donc, je résume, Soft Power passe en bi-hebdomadaire, une fois toutes les 2 semaines. L'émission sera un tout petit peu plus grosse, un tout petit peu plus qualitative qu'elle ne l'est maintenant. Elle a vocation à l'être davantage au fil du temps. J'ai bien l'intention d'améliorer mon écriture, d'améliorer le visuel, d'améliorer le travail, le timing, des vannes, etc. De tout travailler pour vous proposer le meilleur format, mais aussi l'un des meilleurs outils politiques liés à la pop culture et à la politique sur Internet. On va essayer de travailler à ça. Il faudra sûrement un peu de rodage pour que ça tourne bien et que je m'habitue à des nouvelles méthodes de travail, mais c'est l'objectif à terme. Et mon deuxième objectif pour Soft Power, c'est que l'émission, un vendredi sur 2, soit le plus possible suivie d'une autre émission de 2 heures, qui soit un Soft Power rencontre, comme vous avez déjà pu en avoir 4 sur la chaîne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un format de discussion de 2 heures avec des invités autour d'un sujet pop, culture et politique. J'ai une liste d'invités interminable parce que j'étais convaincu en début d'année que j'allais pouvoir en recevoir plein, et j'ai pu en faire absolument 0. Faire un Soft Power rencontre après le Soft Power classique, ça a pas mal d'avantages. Ça me permet de grouper tous mes streams en même temps. Ça me permet de me forcer à lire un livre à minima toutes les 2 semaines, et ça fait longtemps que je souhaite le faire. Ça me permet de creuser en profondeur certains sujets avec vous, de renforcer mes émissions, et ça me permet aussi, et je pense que c'est très loin d'être négligeable, de proposer en VOD et en podcast un contenu
Soft Power par semaine, comme c'est plus ou moins le cas maintenant. Semaine A, vous aurez le podcast et la VOD de l'émission Soft Power, et semaine B, vous aurez le podcast et la VOD de la discussion. En tout cas, c'est à ça que j'aspire, c'est ça que je vise, sachant qu'il y a quand même deux problèmes majeurs qui vont se poser. Un, celui de la disponibilité des invités à ces horaires précis, c'est loin d'être gagné. Et deux, celui de ma capacité à m'organiser pour gérer les deux sans me flinguer la santé, puisque le but, c'est d'arrêter de le faire. Honnêtement, avec une bonne organisation, je pense très clairement que c'est jouable. Je vous tiens au courant de toute façon, ça ne change rien. Voilà, je vais pas ralentir l'émission plus longtemps. Je résume, à partir d'aujourd'hui, Soft Power, ce sera une fois toutes les 2 semaines et probablement à partir de fin août, début septembre. Chaque Soft Power sera suivi d'une discussion avec une ou des invités pop culture et politique. Et pour mes autres projets, je vous propose qu'on en parle une autre fois et qu'on continue tranquillement le fil de l'émission. Mais sachez qu'il y en aura d'autres qui vont arriver et dès ces toutes prochaines semaines, puisque je viens instantanément de me libérer pas mal de temps. Je finis la réclame en profitant pour dire que bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles pour donner de la force et faire découvrir Soft Power au plus grand nombre, puisque si je vous disais que l'émission marchait moins que ce que j'espérais, c'est aussi parce que je constate avec chiffres à l'appui qu'elle est juste très peu visible, puisque le ratio clic suivi de l'émission est au contraire plutôt très chouette. Donc n'hésitez pas à partager celle-ci si le concept vous plaît. Bien sûr, si vous avez quelques piécettes de trop, vous pouvez également soutenir l'émission financièrement en me soutenant directement par ma page Patreon, en vous abonnant à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub inclus dans votre abonnement Amazon Prime. Tous les liens du Patreon, de YouTube, des plateformes de podcast, du Discord de l'émission en description. Retour à l'émission. Mais je veux surtout rencontrer la bonne personne. Merci beaucoup pour l'invitation. Enchanté. C'est pour ça qu'il plaît autant. C'est un beau mec. Oh, c'est merveilleux. Oh là là, mais c'est une super nouvelle, ça. Mais je suis dans tous mes états. Bienvenue dans notre nouvelle émission The Boyfriend. Les participants sont de jeunes hommes qui aiment les hommes. Vous allez vivre ensemble dans cette maison pendant une durée d'environ 1 mois. Un coffee truck aménagé par nos soins vous attend. Quand on travaille ensemble, on découvre l'autre sous un autre jour. C'est tout à fait ça. Avez-vous déjà ressenti ce doux bonheur de vous lever dans une couverture toute douce en écoutant la pluie tomber dehors, de marcher pieds nus sur une plage de sable fin, les vagues chatouillant doucement vos orteils, de vous plonger dans un bain chaud rempli de mousse parfumée à la vanille, à la cannelle, si vous voulez, de lire les yeux humides que l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique française avait enfin décidé de ne pas réattribuer de fréquence télé à la chaîne C8. Eh bien, gardez cet intense sentiment dufteux de bonheur à l'esprit et chevillé au corps, puisque c'est exactement, les gens, exactement ce que devrait provoquer chez vous la vision de The Boyfriend, la nouvelle télé-réalité japonaise de chez Netflix, où 9 hommes âgés de 22 à 36 ans vont passer 1 mois ensemble dans une gigantesque maison bourgeoise près de Tokyo, la Green Room. Si vous n'êtes pas habitué à cette orientation très chamallow de la télé-réalité, qui avait déjà été largement initiée par la précédente production à succès de la plateforme en collaboration avec des équipes japonaises Terrace House, dites-vous que dans The Boyfriend, pas de secrets douteux à deviner, pas de jeux toxiques éclatés au sol, pas de vaches à traire et surtout pas d'enfermement dans cette fameuse maison, les participants pouvant vaquer à leurs occupations professionnelles comme ils le souhaitent et sortir occasionnellement voir leur famille et leurs amis. La seule condition de la production étant de passer un certain temps dans cette fameuse Green Room, bien sûr, mais aussi que tout le monde travaille, comme vous avez pu le voir dans ces images, dans un coffee truck, histoire de caféiner un peu les relations et pourquoi pas de provoquer une étincelle romantique entre tous ces célibataires. Célibataires, vous l'imaginez bien, très élégants, évidemment tous immenses, ikemen absolus, en magnifique polaire, en poil de vrai poil, en plein été, assis 90% du temps sur des canapés à motifs entourés de bougies en cire Trudon pour discuter entre eux dans un parler chuchoté confinant largement à l'ASMR. Le plus suave, c'est ça les gens, l'ambiance The Boyfriend et Japon oblige, l'émission est régulièrement commentée lors d'entractes réguliers par différents commentateurs et différentes commentatrices. Pour cette première saison, Megumi Yamano, Chiaki Horan, Thelma Aoyama, Durian Lolobrigida et Yoshimi Tokuie. Yoshimi Tokuie qui était déjà commentateur sur
Terrace House. Terrace House qui avait vu sa dernière saison interrompue et le programme mis définitivement à l'arrêt après le tragique décès de Hana Kimura, l'une des jeunes participants de l'émission qui avait mis fin à ses jours suite au harcèlement en ligne provoqué par celle-ci. Et quand je dis provoqué par celle-ci, c'est à dessein, puisqu'il a souvent été souligné que ces fameux commentateurs avaient participé largement durant toute l'émission de jeter de l'huile sur le feu avec des remarques déplacées, des appels à des effets de groupe, etc. etc. Mais écoutez, ils sont visiblement toujours présents pour The Boyfriend. Il faut croire qu'ils étaient absolument indispensables à l'émission, bien sûr. Et précisément, si je vous parle de ce The Boyfriend aujourd'hui, c'est qu'au-delà de son énorme succès, top 10 mondial des émissions non anglophones sur Netflix, top 6 au Japon, l'émission est aussi considérée et étiquetée par nombre de médias japonais et internationaux comme une émission révolutionnaire. Rien que ça, en ce qu'elle est la première grande émission japonaise avec un casting exclusivement gay. Certains voyant carrément dans l'émission une bombe idéologique envoyée de l'étranger, un cheval de Troie mené par Netflix, ce fameux Kurofune, comme le soulignait bon nombre de médias japonais à la fin des années 2010, ce bateau noir d'idéologie woke débarquant au Japon comme le commandeur Perry en 1853, woke lui aussi j'imagine. Sauf que tout ça, les gens, ça me semble surtout ignorer tout ce qui se joue depuis des décennies dans le pays, et je vais tenter en quelques minutes de vous en convaincre avec la ligne suivante. Loin d'être révolutionnaire, The Boyfriend est au contraire la suite logique et attendue d'une longue histoire de lutte japonaise pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT. Je prends mon Shinkansen à remonter le temps, flashback des gozaimasu. Déjà, posons les bases, les gens. Contrairement à la France, le Japon n'a jamais criminalisé les activités sexuelles entre partenaires de même sexe. Et une fois que j'ai dit ça, je m'empresse de faire un premier aparté pour dire que bon nombre de personnes LGBT de ces années-là employaient et ont par la suite continué d'employer des décennies longtemps la fameuse loi japonaise d'adoption par un adulte pour contourner les problématiques de propriété, d'héritage et d'autres questions liées à l'infamie. Information de culture générale, le Japon est encore aujourd'hui l'un des pays avec le plus fort taux d'adoption au monde, plus de 90% de ces adoptions étant celles d'adultes, notamment pour l'intégration à l'héritage. Et deuxième aparté dans l'aparté, pour dire que quand je dis que le Japon n'a jamais criminalisé les activités sexuelles entre partenaires de même sexe, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en 1872, dans les efforts du gouvernement Meiji de moderniser le pays et d'aligner les lois japonaises avec les normes occidentales, avaient été introduits à l'époque des lois qui visaient à imiter les systèmes juridiques des nations occidentales, y compris des règles concernant les comportements sociaux et la façon de se vêtir. Ça a duré 8 ans. Ces restrictions largement impopulaires à l'époque ont été abrogées 8 ans plus tard, notamment sous pression des groupes locaux et de la volonté populaire de protéger les mœurs japonaises. Ouais mais Lex, je comprends pas. Le Japon, un pays de droite pourtant. Je l'ai vu sur Twitter. Sur Twitter, yes, ouais, sur Twitter. Fin de l'aparté. Bref, les luttes au Japon pour les droits LGBT ont été plus que documentées, sans remonter jusqu'à l'ère Meiji. Je pourrais vous parler du travail de Ken Togo dans les années 70, qui s'est présenté à de nombreuses élections et qui, lors de ses campagnes, publiait tout un tas de dessins sexualisant l'empereur, dont il demandait nettement l'abolition du système. Je pourrais vous parler aussi du travail de militantes lesbiennes des années 60 aux années 80, notamment pour trouver une place à l'intérieur et à l'extérieur des mouvements de libération des femmes, dont elles se faisaient quasi systématiquement éjectées à l'époque, de la résistance générale aussi à un renforcement des discriminations des personnes LGBT dans les années 80 suite à la découverte du VIH, les hommes gays ayant largement été pointés du doigt à l'époque par le ministère de la Santé locale comme l'une des sources fondamentales d'infection par le VIH, en partie par ailleurs pour masquer les nombreux problèmes politiques de gestion de la stérilisation du sang provenant des États-Unis. Mais on pourrait aussi remonter comme ça le fil du temps et parler des premières parades lesbiennes et gays dans les années 90, du combat de différentes organisations ces mêmes années contre le conseil scolaire métropolitain de Tokyo, amenant la justice japonaise à reconnaître pour la première fois la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Bref, autant de luttes qui, des décennies durant, ont pavé la voie à une reconnaissance des LGBT dans le débat public et progressivement de la reconnaissance à la reconnaissance de la nécessité d'obtenir pour elles et pour eux des droits. A fortiori que la fin des années 80 et le début des années 90 marque aussi au Japon ce qu'on a nommé le boom gay, à une époque où les minorités sexuelles ont été
rendu visible dans la culture pop avec Okoge, avec Kira Kira Hikaru, avec Dosoka, avec Natural Humain, à une époque où la presse écrite a commencé à s'intéresser à la culture gay avec l'explosion de tout un tas de nouveaux magazines spécialisés comme Badi, comme Dime, offrant de nouvelles voies pour la construction d'une communauté gay et pour de nouvelles représentations et permettant l'explosion, vous le savez sans doute, du genre boys love, centré sur la relation sentimentale et ou sexuelle entre personnages masculins, dont The Boyfriend est un des héritiers les plus directs, des représentations qui ne vont pas se cantonner à l'époque qu'à la presse spécialisée par ailleurs, puisque de nombreux journaux prestigieux comme le Gendai Shiso, une revue mensuelle de philosophie, de critique culturelle, de sociologie, d'études scientifiques, vont proposer plusieurs traductions de théories queer anglophones, notamment pour engager de manière critique les intersections entre le patriarcat et l'hétéronormativité. Et puis les années 2000, les gens vont voir se développer une nouvelle ère de visibilité pour les personnes LGBT, notamment pour les personnes trans au Japon. En 2003, la romancière trans Shiya Fujino remporte le prix Akutagawa, le prix littéraire le plus prestigieux du Japon. La même année, Ayaka Mikawa devient la première personne politique trans à être élue à une fonction publique en remportant un siège à l'élection du conseil municipal de Tokyo. Idem pour Kanako Otsuji en 2013, élue au Parlement japonais après avoir ouvertement parlé de son homosexualité dans sa biographie. Et ces années 2010, par ailleurs, vont être profondément marquées par une réponse économique à cette visibilité grandissante des personnes LGBT, les grandes entreprises japonaises considérant désormais celle-ci comme un lucratif marché en devenir. Déjà en 2012, les hebdomadaires économiques Shukan Toyo Keizai et Shukan Diamondo décrivaient la tendance et représentaient ce nouveau marché LGBT national estimé à l'époque à 35 millions d'euros. Dès lors, les enquêtes se multiplient et de plus en plus de sociétés de publicité et de relations publiques relèvent le potentiel commercial d'œuvres à destination de personnes LGBT au Japon. Dans son livre Beyond Diversity, Queer Politics, Activism and Representation in Contemporary Japan, qui est très chouette et que je vous invite vivement à lire si le sujet vous intéresse, Kazuyoshi Kawasaka rappelle que précisément ces dernières années, les grandes entreprises japonaises ont commencé à considérer la protection des droits LGBT aussi comme une question essentielle de leur politique d'entreprise et un nouvel axe pour leur marketing, que depuis 2011, l'organisation Work with Pride évalue les politiques d'entreprise liées au LGBTQ et mène des consultations sur l'inclusion des LGBT sur le lieu de travail. Qu'en 2022, les gens, c'était hier, 2022, plus de 400 entreprises japonaises ont participé à cette évaluation dans le sillon de la Keidanren, l'une des plus grandes organisations économiques du pays, qui avait recommandé en 2017, je vous le donne pour l'exemple, à ses entreprises membres de développer des environnements de travail qui soutiennent, protègent et encouragent la compréhension des LGBT afin d'attirer, je cite, des ressources humaines diversifiées et d'améliorer leur productivité et la valeur de leur marque dans un marché mondial. On adore quand le capitalisme se rapproprie les luttes, on adore. Alors, bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il faudra aussi parler du glissement de l'homophobie vers la transphobie à la fin des années 2000, de l'immense réaction sociale conservatrice et nationaliste ciblant les initiatives féministes et les minorités sexuelles qui ont émaillé ces années-là et qui continuent d'émailler les actuelles avec leur panique morale toute pétaxe autour du thème gender free, autour des mouvements anti-genre menés par des nationalistes comme Shinzo Abe, feu Premier ministre, et quasi systématiquement en soutien de sectes plus que problématiques. Comme il ne faut pas oublier que l'imaginaire politique du seul parti au pouvoir depuis des décennies est encore largement anti-LGBT, si bien est que l'année dernière encore, le Premier ministre Fumio Kishida avait bloqué les appels de l'opposition en faveur de la légalisation d'un mariage pour tous et pour toutes au Japon, en employant toute une rhétorique réactionnaire du ça changerait trop les valeurs du Japon et autres. Les LGBT, ils permettent pas de rehausser la natalité du pays. Toi non plus, Kishida, t'as 67 ans. Je te rappelle, ça fait longtemps que tu ne rehausses plus ni la natalité, ni l'intelligence du pays. Et on n'oublie pas que ton fils, il organisait des beuveries dans la résidence officielle du Premier ministre et que t'as dû le virer pour ça. Ça valait vachement le coup de rehausser la natalité. Merci, Fumio, merci. Bref, malgré cette opposition qui a pignon sur rue du fait d'être au pouvoir, il faut reconnaître que les luttes LGBT au Japon ont ces dernières années progressivement amené à de meilleures représentations, mais aussi à de vraies organisations militantes actives qui tendent petit à petit à une égalité des droits. Et le boulot est encore immense, évidemment, de ce côté-là et du côté de la lutte contre les discriminations, bien sûr, mais les progrès sont réels, les gens, et également dans l'opinion, puisque si l'on en croit les différentes enquêtes d'opinion de ces dernières années, écoutez ça, les gens, ce fameux Japon réac de je sais pas quoi, plus de 70% des Japonais souhaitent l'établissement d'un mariage pour tous et pour toutes, mariage qui est déjà contourné de fait et un peu de droit par de nombreuses ordonnances
concédée par des tribunaux aussi et là dans le pays et qui autorise les autorités à délivrer des certificats de partenariat aux couples de même sexe. Bref, c'est dans ce cadre-là qu'a débarqué The Boyfriend sur Netflix avec son casting entièrement gay, surfant largement sur une vague boys love au point que les participants en plaisantent régulièrement dans l'émission. Participants qui, par ailleurs, en proposant un casting d'origine coréenne, d'origine taïwanaise, d'origine brésilienne, participent aussi de tordre le cou de certaines idées reçues sur le pays. Et j'espère, dans ce long tunnel, vous avoir convaincu que tout ça relève pas d'un hasard historique et que tout est loin d'être la révolution que certains médias ont décrite, se faisant ainsi le relais bien pratique de la communication de Netflix, puisque, faut-il le redire, les gens, ce n'est pas de la plateforme elle-même qu'il faudra attendre quoi que ce soit, tant il est évident que tout ça est de la récupération de lutte LGBT par Netflix pour un bon pinkwashing des familles, rendu d'autant plus clair, les gens, c'est pas si fréquent, que la production de The Boyfriend refuse tout simplement aux participants, aux candidats, de développer des commentaires politiques et sociaux explicites autour des questions LGBT. Difficile de faire plus limpide, mais puisque c'est pas Netflix qui décide comment sont reçues ces productions, il y a fort à parier que The Boyfriend puisse être l'une de celles sur lesquelles les luttes LGBT pourront s'appuyer dans les années à venir aussi pour continuer d'être menées auprès du plus grand nombre, auprès du grand public. Quant au fait qu'une émission avec un casting entièrement gay arrive tellement tard au Japon, PTDR, quel pays réac, je rappelle que la première émission avec un casting entièrement gay au Royaume-Uni qui a légalisé le mariage homosexuel en 2013, c'était en 2023, c'était l'année dernière, les gens, faut doser. Bref, The Boyfriend, c'est en ce moment sur Netflix. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous comprendrez mieux pourquoi je parle de chamallow depuis le début de l'émission. Et dès que le soft power du jour est terminé, moi je file m'enfiler un nouvel épisode, les pieds sur de la mousse, les fesses sur de la soie et ma tête sur un bel oreiller à l'effigie de Keanu Reeves. Quelle influence avez-vous ? Vous avez le pouvoir de façonner l'Europe. Comment ? En participant à l'initiative citoyenne européenne. Cet outil unique vous permet de façonner les politiques de l'Union européenne sur les questions qui vous intéressent. Vous avez une idée pour relever un défi auquel l'Europe est confrontée ? Vous avez l'impression que votre voix à elle seule n'est pas assez forte pour être entendue ? Avec l'initiative citoyenne européenne, vous pouvez vous joindre à d'autres citoyens européens pour lancer et soutenir des propositions d'initiatives concrètes dans les domaines relevant de la compétence de la Commission européenne, tels que l'environnement, la protection des consommateurs, la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'énergie, les transports, la culture, la lutte contre les discriminations, l'aide humanitaire. Ce matin, alors que je m'injectais ma 10e dose de café en préparant ce nouveau numéro de Soft Power, vlati pas que sur le Discord de l'émission, que vous pouvez rejoindre puisque le lien est actuellement sur le chat, le solide J-Darak, armé de ses fidèles liens hypertextes, s'est empressé de poster dans le salon général un lien d'une des pages de l'ICE. L'ICE pour Initiative Citoyenne Européenne, c'est cette plateforme qui permet aux citoyens de l'Union Européenne de participer au moins sur le papier, activement à la construction de l'Union Européenne en proposant de nouvelles législations à la Commission européenne. L'idée est simple, les citoyens peuvent proposer une initiative sur le sujet de leur choix. Une fois l'initiative enregistrée, c'est la période de collecte et celle-ci doit recueillir au moins 1 million de signatures provenant d'au moins 7 États membres de l'Union européenne et le cas échéant, la Commission européenne doit décider des actions à entreprendre et ça tombe bien puisque ce mercredi, via cette procédure d'initiative citoyenne européenne, a démarré la collecte de signatures d'une nouvelle initiative, l'initiative Stop à la destruction des jeux vidéo, un titre claquant, un titre qui donne envie pour une initiative enregistrée en juin dernier, dont l'objectif, tel que décrit sur la page de l'initiative, dont je vous mets bien sûr le lien en description, est, je cite, d'imposer aux éditeurs qui vendent ou accordent des licences pour des jeux vidéo aux consommateurs de l'Union européenne l'obligation de laisser ces jeux vidéo dans un état fonctionnel. Plus précisément, l'initiative vise à empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l'éditeur. Une initiative attendue, bienvenue dans un contexte que l'on a décrit plusieurs fois dans l'émission de dépossession progressive de la propriété des œuvres pour tendre vers leur simple accès. On pourrait penser récemment à l'exemple de Nintendo fermant des boutiques en ligne pour ses consoles les plus anciennes, la Nintendo 3DS et la Wii U, rendant des centaines de jeux désormais inaccessibles. Mais surtout, on pourrait penser à l'exemple emblématique du jeu The Crew, développé par Ivory Tower et publié par Ubisoft, dont les serveurs ont été fermés en mars de cette année, rendant de fait le jeu inaccessible, même
pour son contenu solo, les gens, même pour son contenu solo. Des centaines de milliers de joueurs et de joueuses s'étant alors retrouvés avec l'exemple absurde d'un jeu qu'ils avaient acheté plein pot et auquel ils pouvaient désormais plus accéder. Sur l'échelle de la douille, je pense qu'on est au niveau gouvernement démissionnaire sur 10, très clairement, et c'est dans ce cadre que cette initiative citoyenne se présente en résistance à cette large tendance de l'industrie, aux côtés d'institutions et d'organisations universitaires comme le Strong National Museum of Play, le Museum of Art and Digital Entertainment, et la Video Game History Foundation dont on a déjà parlé ici, l'Internet Archive dont on a aussi parlé dans l'émission, et des associations comme MO5 en France qui fait un boulot extraordinaire et de très chouettes podcasts par ailleurs que je vous invite à découvrir. Sauf qu'il me semble qu'il y a un hic dans cette histoire, et celui-ci se trouve dans l'addendum assez mystérieux du texte de l'initiative citoyenne qui précise, je cite là aussi, que cette initiative ne vise pas à acquérir la propriété de ces jeux vidéo des droits intellectuels associés ou à des droits de monétisation, pas plus qu'elle ne s'attend à ce que l'éditeur consacre des ressources aux jeux vidéo qu'il aura abandonnés tout en les laissant dans un état raisonnablement fonctionnel, c'est-à-dire jouable. Et là, il me semble que c'est totalement jouer petit bras que d'agir comme ça, puisque c'est précisément là que se joue le shift de l'industrie. Pour bien comprendre ce qui se passe, les gens, il faut s'intéresser à une autre affaire actuellement en cours devant la Cour de justice européenne, en procès Sony contre le fabricant de dispositifs de triche Dattel. Petit résumé très rapide de l'affaire. Dattel, c'est cette boîte que les plus anciens et les plus anciennes d'entre vous doivent connaître, puisqu'elle a développé des dispositifs de triche comme l'Action Replay PSP et TiltFX, permettant aux joueurs et aux joueuses de contourner certaines restrictions dans les jeux de Sony, ce qui n'a pas plu à ce dernier qui a poursuivi Dattel en justice, affirmant que ces dispositifs précisément violaient les droits d'auteur en manipulant le code des jeux. L'affaire a été portée en 2012 devant un tribunal allemand qui avait donné raison à Sony. Décision annulée par la suite en appel, amenant l'affaire à être portée devant la Cour fédérale de justice allemande qui a demandé à son tour à la Cour de justice européenne d'interpréter l'étendue de la protection des droits d'auteur dans ce contexte, et on en est toujours là actuellement, puisque précisément, les gens, je vais rendre ça encore plus clair, là est tout l'enjeu d'une telle décision. C'est un peu technique, mais comprenez bien le lien avec notre initiative citoyenne. On parle d'un accessoire de triche, vu que la moitié des auditeurs et des auditrices de Software travaillent dans le jeu vidéo, vous le savez sans doute, mais l'idée est simple. Si je raconte pas n'importe quoi, vous me rattraperez. Dans un jeu avec des scores, par exemple, les points que vous emmagasinez sont stockés quelque part sur la console, sur la RAM, pendant que l'on joue, dans ce que l'on appelle une variable, et si on utilise un accessoire de triche, on peut manipuler ces variables, modifier le score, ajouter des armes, etc., etc. Des modifications qui ne modifient pas le jeu en lui-même, en tout cas, jusqu'à ce que la Cour décide du contraire, puisque précisément c'est l'enjeu de Sony que de faire retenir que la modification de ces fameuses variables dans la RAM est équivalent à une modification du jeu lui-même et est donc soumis à droit d'auteur. Comprenez encore mieux l'enjeu, il s'agit de poursuivre et de pousser la jurisprudence Blizzard. La jurisprudence Blizzard, c'est ce cas en 2002 où le studio de jeux vidéo Blizzard avait poursuivi en justice les développeurs de Battle.net, un programme qui fournissait un serveur de jeux alternatifs pour les jeux Blizzard et qui avait gagné son procès sur le motif non pas que les développeurs encourageaient au piratage, non pas qu'ils avaient créé un serveur propre à tricher, mais qu'ils avaient simplement analysé un logiciel qu'ils avaient payé alors que celui-ci fonctionnait sur leurs propres ordinateurs. C'est de ça dont on parle, les gens. Et pour simplifier encore davantage l'enjeu, le plus clair, c'est littéralement l'analogie donnée par le journaliste Cory Doctorow sur son blog, précisément sur ces affaires de propriété intellectuelle. Analogie incroyable que je reprends telle quelle, vous allez voir, elle est délirante. Je le cite. Imaginez que Walmart, l'un des plus grands détaillants de livres aux États-Unis, ait une politique selon laquelle vous ne pouvez ranger les livres que vous avez achetés chez Walmart que sur des étagères que vous avez également achetés chez Walmart. C'est pas fini. Imaginez maintenant que Walmart ait réussi à faire valoir que le fait de mesurer les livres que vous lui avez achetés et d'utiliser ces mesures pour créer votre propre bibliothèque compatible violait ses droits de propriété intellectuelle. Voilà, les gens, quel est l'enjeu de cette affaire Sony contre Dattel, et voilà pourquoi le texte plus que timoré de l'initiative citoyenne me semble complètement faire fausse route dans ce qui est pourtant littéralement en jeu, et beaucoup ont compris que quelque chose se jouait là-bas justement, les gens, puisque dans une autre affaire pendante, le géant allemand de l'édition Axel Springer, dont je vous passe le background plus que douteux sur ses liens avec Donald Trump et Israël, poursuit le créateur d'Adblock Plus au motif que précisément la modification du code HTML pour bloquer une publicité crée une œuvre dérivée Axel Springer, bien soumise elle aussi à droit d'auteur. Et qu'est-ce qui est cité dans la documentation de l'affaire ?
Sony contre Datel. Évidemment, je vous laisse imaginer les gens tout ce que ça veut dire pour la création, pour la navigation sur Internet, entre autres, c'est ça qui se joue. Les gens, et tout ça est d'autant plus grave que l'on est dans un contexte de glissement plus général vers un capitalisme de propriété intellectuelle, dans le sens très concret de propriété intellectuelle, de toute loi ou politique qui permet à une entreprise d'exercer un contrôle juridique sur ses concurrents, sur ses critiques, sur ses clients, en privilégiant progressivement les revenus tirés de la possession de biens et de propriété intellectuelle, plutôt que sur ceux tirés de l'activité, faisant de la propriété intellectuelle une source de rente plutôt que de profit, bien sûr, mais surtout une source de pouvoir énorme, un pouvoir fragile, évidemment, puisqu'elle repose sur l'acceptation de normes juridiques et sur l'efficacité des mécanismes d'application de celles-ci, mais une source de pouvoir énorme tout de même, faisant d'elle l'une des institutions régulatrices désormais majeures du capitalisme globalisé, dans un contexte, les gens, où rien qu'aux États-Unis, en 2019, l'Office américain des brevets et des marques relevait déjà qu'une part non négligeable de l'économie américaine tournait autour de cette fameuse propriété intellectuelle pour 7,8 milliards de dollars. Bref, il me semble qu'il y a toute une bascule idéologique à faire pour débrouiller nos perceptions critiques, pour par exemple, puisqu'on est sur Twitch, pourquoi pas reprendre conscience de l'appropriation et du contrôle d'Internet par quelques sociétés privées qui, désormais, pour maintenir leur position dominante, doivent non seulement contrôler les biens matériels, mais aussi les connaissances et les informations, mais pour débrouiller surtout notre vision de la propriété intellectuelle, souvent décrite ci et là sur les réseaux comme un objet désirable, alors qu'il s'agit au fond d'un énième mécanisme de contrôle et d'exploitation. Bref, tout un travail à faire pour nous réapproprier socialement le savoir. Et je ne suis pas sûr, les gens, pour terminer cette news, qu'un petit appel timide à maintenir les jeux jouables un peu plus longtemps y participe d'une façon ou d'une autre. J'y crois zéro. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu aussi parler bien sûr de la gigantesque cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est tenue à Paris vendredi dernier. Un sujet que j'ai volontairement évité cette semaine tant tout le monde en avait beaucoup parlé et probablement tout dit. Une cérémonie d'ouverture dont beaucoup se sont empressés de rappeler qu'elle était avant tout un outil de soft power pour la France, ce qu'elle est aussi évidemment, mais en omettant qu'il s'agissait également d'un outil de soft power pour des dizaines d'autres pays, d'un outil de diplomatie culturelle aussi qui serait bon ton d'affiner et de séparer du soft power les gens, mais aussi et peut-être avant tout d'une représentation artistique et esthétique qui méritait aussi, il me semble, davantage d'être perçue comme telle, a fortiori que si certains et certaines se sont empressés, et aussi à raison, il faut le dire, de rappeler qu'une telle cérémonie aux apparats de progressisme fait le jeu d'un pouvoir en place autoritaire qui s'est rapidement empressé de se draper d'un « Vous avez vu Aya Nakamura, la garde républicaine? Quelle image magnifique! Oh Jaja, quelle vitalité! Je retourne faire un plongeon dans la scène. Moi, c'était incroyable. » Il faut aussi souligner, il faut aussi rappeler en même temps les gens que ce même pouvoir ne s'est pas empressé de se draper de tout un tas d'autres moments dans cette cérémonie qui lui ont échappé et qui ne participent pas du récit que celui-ci travaille à installer aux yeux du monde depuis des années, bien au contraire, faisant naître dans cette cérémonie de vrais moments, de petits moments, de possibilités de subversion qu'il me semble à titre personnel plus que nécessaire de récupérer au plus tôt. Bref, je reste volontairement vague sur cette cérémonie, tout simplement parce que celle-ci mériterait un soft power entièrement dédié et sa perception est extrêmement complexe, ce qui me paraît pas très pertinent et intéressant d'en faire le post-mortem tout de suite maintenant. Au moins, celle-ci aura eu le bon ton de révéler des impostures, de débusquer les conservatismes les plus crasses de celles et ceux qui se présentaient comme parangons de la liberté d'expression il y a 10 jours encore, mais qui sont trouvés le faire uniquement quand il s'agissait de défendre d'autres gus dont l'un des projets politiques est précisément de la brider. On en reparlera probablement, peut-être, d'ici quelques semaines, quelques mois. On aurait pu également parler K-pop, les gens, puisque la semaine dernière a eu lieu à Los Angeles la K-Con LA, une convention sur 3 jours célébrant la musique pop coréenne qui a été un immense succès à relativiser tout de suite après la publication d'un article très intéressant cette semaine chez Variety du journaliste Patrick Freiter qui s'est attelé à analyser la chute financière des agences de l'industrie K-pop ces derniers mois avec par exemple une baisse importante de 34%, c'est énorme pour la grande société Hybe par rapport à l'année dernière et 41% pour la SM Entertainment. En cause, un très fort ralentissement en Chine où les ventes d'albums coréens ont chuté de plus de 90% cette année, notamment sous pression des autorités chinoises qui travaillent pour diverses raisons à l'assainissement de la consommation de divertissement en Chine. Je rappelle que suite à des tensions militaires sur le déploiement de défense antimissile américain en Corée du Sud, la Chine a pénalisé l'industrie culturelle coréenne en bloquant toute sortie de films coréens sur le sol chinois depuis 2016 et ça commence doucement mais sûrement à s'installer aussi côté K-pop. La baisse drastique du nombre de touristes sur place n'aidant pas non plus à pousser le marché de la K-pop au local, si tant est bien que cette fameuse pop coréenne est en plein switch vers l'international. On en a déjà parlé
parler dans l'émission internationale, où là en revanche les ventes devraient encore augmenter cette année du fait de l'émergence de nouveaux artistes à succès et de nombreux rachats ci et là. Affaire à suivre. On aura pu parler de cette étude menée par l'Ofcom, l'organisme de régulation des médias au Royaume-Uni, qui a révélé que seulement 48% des jeunes avaient regardé la télévision en direct chaque semaine en 2023, contre 76% en 2018, la plupart se tournant plutôt vers des plateformes telles que YouTube et TikTok. En moyenne, c'est 93% des 16-24 ans qui regardent une vidéo sur une plateforme de streaming au cours d'une semaine, tandis que 63% des 25-34 ans préfèrent également regarder des applications comme TikTok et YouTube plutôt que la télévision traditionnelle. Bref, une chute d'audience énorme pour la télévision traditionnelle, dont on avait parlé aussi pour les États-Unis et pour le Japon. Il faudrait que je me mette à la page sur ce qui se passe également en France. Comptez sur moi, même si ça devrait pas être très différent. On aurait pu parler aussi de Simply Elegant Glass, qui vend des jouets sexuels fabriqués main depuis plus de 10 ans sur la plateforme Etsy, qui, malgré son important succès sans cesse confirmé, a vu tout simplement la majeure partie de son catalogue dégagé d'Etsy suite à de nouvelles restrictions apportées par la plateforme ce lundi. Le nouveau règlement interdisant désormais, je cite, la vente de jouets pour adultes qui sont insérés dans le corps, appliqués sur les organes génitaux, conçus pour que les organes génitaux y soient insérés. Bref, quasiment tous les types de jouets sexuels. Et bien évidemment, vous connaissez l'émission, vous connaissez à en avoir l'habitude. Personne n'a été prévenu de quoi que ce soit dans cette histoire. Les gens de chez Simply Elegant Glass l'ont appris par réseaux sociaux interposés, ce qui n'a rien d'étonnant dans un contexte global où de nombreuses entreprises aux produits destinés aux adultes ont régulièrement défini la vente sur Etsy comme une lutte permanente extrêmement complexe, mais qu'il était nécessaire de mener du fait qu'Etsy était à son énorme échelle en simili-monopole de fait sur la vente de produits artisanaux en ligne, ce qui a amené certains artisans avec les nouvelles restrictions de ce lundi, de parler de la suppression de leurs produits Etsy comme d'une suppression d'Internet tout court. Bref, une refonte d'Etsy qui fait suite aux lois sur la vérification de l'âge qui ont commencé à gagner du terrain aux États-Unis, avec l'intention déclarée de protéger les mineurs du contenu réservé aux adultes sur Internet, et qui devrait continuer d'avoir des répercussions à l'échelle de l'industrie dans les mois et années à venir. On aura pu aussi retourner au Royaume-Uni pour parler d'une autre étude du syndicat britannique des industries créatives, Bectus cette fois-ci, qui souligne que plus de la moitié des travailleurs et des travailleuses du cinéma et de la télévision au Royaume-Uni sont toujours sans emploi un an après la grève du syndicat des acteurs et des actrices d'Hollywood en été dernier. On en parlait déjà à ce moment-là et malheureusement tout ne fait que se confirmer avec des chiffres qui font froid dans le dos, les gens. 41% des personnes ayant des responsabilités parentales et de soins envisagent de quitter le secteur au cours des 5 prochaines années. 70% ont déclaré avoir des difficultés avec leur bien-être mental. 21% ont dû contracter un prêt ou une dette non garantie, avec un chômage qui touche majoritairement les travailleurs noirs et asiatiques. Force à elles et à eux, on commence à en avoir très malheureusement l'habitude. Et puis on aura pu parler pêle-mêle de la fin d'un partenariat de longue date entre Nintendo et Sega pour créer des jeux vidéo olympiques, le comité international olympique ayant laissé expirer l'accord de licence car il voulait, je cite, se tourner vers d'autres partenaires, les NFT et l'e-sport. Yes, c'est ça qu'on veut, vive les JO. Et on aurait pu parler de quoi d'autre on aurait pu parler de ça par exemple, mais oui. A lot of people are dead. And a lot more want to know why. Okay. I warned you. Because once you know, you can't unknow. This is serious. It is. So stop playing childish games. Look, I have no clue what happened to them. I can see you. Ce dont vous venez de voir les premières images, les gens, c'est Mickey Mouse Trap, un film d'horreur slasher indépendant réalisé par Jamie Bailey, écrit par Simon Phillips. Aucune idée de qui sont ces gens. Pour un film, vous l'aurez compris, à la vue de cette bande-annonce inspirant du célèbre court-métrage animé de Disney Steamboat Willie, qui avait popularisé le personnage et qui était tombé dans le domaine public le 1er janvier dernier. Ce sera disponible la semaine prochaine, le 6 août. Ça a l'air aussi nul que Winnie l'ourson et que Bambi l'était. Eux aussi, deux slashers éclatés au sol, surfant sur l'arrivée dans le domaine public des originaux pour produire des œuvres qui, pour le coup, elles, n'ont clairement rien d'original. C'est nul et non avenu. On aurait pu parler un petit peu également de ça. I'm Colin Farrell. Check out the trailer for my new series, Penguin. Crois-moi, c'est que le début. Audace. Aide-moi à me lever. C'est bien.
Tu m'as fait une promesse, Oswald. Je sais, maman. Je mérite une vie meilleure. The Penguin, une mini-série américaine créée par Lorraine Lefranc pour le service du streaming Max qui s'intercale entre les films The Batman et The Batman 2, prévu pour 2026. C'est toujours avec Colin Farrell dans le rôle d'Oswald Cobblepot, dit le Pingouin, comme le film de Matt Reeves de 2022. Pingouin dont on devrait suivre l'ascension dans le monde criminel de Gotham. Ça m'emballe pas de fou, mais pourquoi pas. Rendez-vous le 20 septembre sur HBO Max, sur la plateforme Max désormais. Et on aurait pu, bien sûr, parler de ça également. Nouvelle adaptation en série télévisée pour la franchise Yakuza, tout le monde a oublié qu'elle en avait déjà eu une. Coproduction américano-japonaise pour le compte de la plateforme Amazon Prime. Ce sera diffusé le 25 octobre. C'est avec Ryoma Takeuchi, Ken Tokaku et Munetaka Aoki. Et ça s'appellera Like Dragon Yakuza. Je vois toujours pas l'intérêt de coucher un jeu qui se veut être un film en une série qui voudrait être un jeu, mais j'y jetterai quand même un coup d'œil par curiosité. Comme j'espère que vous jetterez un coup d'œil aux recommandations de cette semaine, puisque c'est déjà la fin des news de cette émission. Du coup, je pense qu'on tient une première question. Est-ce que Joule n'est pas juste le représentant d'un art méprisé parce que populaire ? Et déjà, cette première question, elle est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour bien y répondre, on va se servir du travail de sociologues qui bossent dans ce qu'on appelle les hip-hop studies et que je vous ai cité en intro, Karim Amou et Marie-Sonnette Manoukian. Pour bien commencer les recommandations de la semaine, je vous propose de faire danser vos potes, d'être toujours dans le top et d'arriver en sous-marin quand ils ne s'attendent plus à votre venue, puisqu'on va parler de Joule, on va parler rap, on va parler fusée dans cette nouvelle vidéo YouTube de Grégoire Simpson qui cette semaine s'est intéressé à l'analyse de la détestation du rappeur d'un point de vue sociologique. Après avoir fait un tour de la perception du rap en France, dont les conclusions pourraient vous surprendre par ailleurs, le vidéaste détaille ce qui est, selon lui, la source de toute cette détestation, le mépris de classe, en citant tour à tour Bourdieu, Boyadian, Lahir, Amou et Sonnette Manoukian. Grégoire Simpson va analyser comment la majorité des critiques encore aujourd'hui ramènent constamment et de manière plus ou moins explicite Joule à sa classe sociale. Si vous êtes un ou une habitué de soft power, tout ceci ne devrait pas exceptionnellement vous retourner le cerveau, mais ça fait quand même du bien aussi de jeter de gros pavés d'une heure dans la mare pour illustrer tout ceci de temps à autre. Ce pourquoi je vous recommande d'aller jeter un œil à cette vidéo. Pourquoi Joule a-t-il autant été détesté ? C'est sur YouTube que ça se passe, lien en description. 2015, nouvelle date marquante, la Palestine dispute pour la première fois de son histoire la Coupe d'Asie, performance qu'elle va rééditer en 2019 et début 2024 au Qatar cette année, avec un parcours qui a été historique, une qualification pour les huitièmes de finale en ayant été soutenue par une grande partie des fans et de l'opinion publique. C'est là qu'on mesure tout le poids du football, avec une sélection qui incarne un espoir, quelque chose pour lequel on se rattache parce qu'il y a des émotions, un drapeau qui flotte, un hymne. Puisqu'on est en plein Jeux Olympiques, que tout le monde semble avoir découvert la semaine dernière qu'il s'agissait de l'un des plus grands événements de soft power du monde, et pas que pour la France, je vous propose de faire le lien avec ce qui a pu être dit récemment sur les athlètes palestiniens pendant ces Jeux, dont je rappelle que le faible nombre est aussi lié au fait que la majeure partie d'entre elles a été assassinée, puisqu'il y a quelques jours, la chaîne L'Arena s'est intéressée à la place de la Palestine dans le monde du football et à la place du football dans l'obtention de droits pour les Palestiniens. Une vidéo condensée mais assez intéressante quand même, qui rappelle que la cartographie du monde et la cartographie du foot peuvent être différentes, qu'une géographie sportive peut indirectement et parfois très directement être politique, que les joueurs et les joueuses sur le terrain sont aussi des ambassadeurs et des ambassadrices. Parlant de Palestino, créé par un groupe d'immigrants palestiniens au Chili dans les années 20, de l'équipe de Palestine, des liens de la Palestine avec la gauche, avec l'Irlande pour des raisons de convergence historique, mais aussi avec Metz, pourquoi pas, oui.
il en parle. L'Arena brasse en quelques minutes une introduction à un sujet bien trop rarement traité. La Palestine, le football et les tribunes, c'est sur la chaîne L'Arena que ça se passe. Être imaginé. Et la citation, dont on ne sait si elle ne provient de Slavoj Žižek ou de Frederick Jameson, il est plus facile d'imaginer une fin du monde que celle du capitalisme, résume bien l'idée. L'être humain et ses désirs seraient donc comme façonnés pour vivre en régime capitaliste, en régime de marchandises. Et Ackerman fait une sorte d'aveu personnel, qui vaut tout de même largement pour une bonne part de nous-mêmes, au sein du centre du système monde capitaliste. Je cite. J'ai pour ma part toujours eu l'impression que nous étions toutes et tous possédés par une sorte d'inconscient toxique, même à gauche de l'échiquier politique. L'impression que... Et hop, un nouveau nom ajouté à la liste des personnes qu'il faudra inviter à venir discuter dans l'émission, en la personne de Julie Ackerman, autrice du livre présenté cette semaine sur l'excellente chaîne Politicon. Hyper pop, la pop au temps du capitalisme numérique. Hyper pop, ce genre musical qui a émergé dans les années 2010 au Royaume-Uni et qui se veut être un mélange de genres pop et maximaliste, dont Julie Ackerman tisse des liens avec l'accélérationnisme, cette théorie politique qui propose que la transformation radicale de la société viendra non pas d'un renversement, mais d'une accélération du capitalisme et des processus qui y sont historiquement associés, mais qui tisse des liens aussi avec la post-ironie, située à la croisée de l'ironie et de la sincérité, en l'occurrence, comme le souligne l'ami de chez Politicon, épouser le capitalisme et ses symboles pour mieux le mettre en recul. Bref, chouette plongée du camarade Politicon dans le travail de Julie Ackerman pour une vidéo plus expérimentale que d'habitude. Je vous invite au passage à découvrir tout le très chouette travail de Politicon, c'est top. Une vidéo expérimentale qui a pour unique objectif que vous alliez commander l'essai de Julie Ackerman, ce que je vais m'empresser faire, ce que je me suis empressé de faire, pour en découvrir plus sur le lien entre capitalisme et hyperpop. Alors Nouni, on se retrouve, on est le deuxième jour pour cette expérience de jouer à Balatro. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Eh bien, très bien, j'ai aucun problème, tout va bien, j'aime bien, voilà. C'est bien, c'est intéressant, oui, intéressant, oui. Hier, on n'a pas dépassé le cinquième niveau, on va dire. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire mieux? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des stratégies, des choses que tu vas mettre en place, que tu te dis pour essayer d'aller plus loin? Ah, pas pour le moment. Pas pour le moment. Là, je vais résoudre ce problème au fur et à mesure. Très bien, eh ben écoutez, on va voir ça. Cette semaine, les gens, la chaîne Game Next Door a publié ce qui est très certainement l'une de ses meilleures vidéos, très probablement. Pour ce nouvel épisode de l'émission qui chronique le jeu vidéo, le camarade Hugo s'est posé une question plus vertigineuse qu'il n'y paraît. Sa grand-mère, Nouni, fervente experte de sudoku et de mots croisés, peut-elle réussir une partie de Balatro, un jeu vidéo roguelike s'inspirant du poker développé par LocalSuck et qui avait eu son petit succès à sa sortie en février dernier? Parce que oui, Nouni, elle joue pas aux jeux vidéo et de nombreuses choses qu'on oublie avoir installées en nous après des années de jeu viennent ici nous sauter à la figure devant tous les obstacles qu'un jeu d'apparence simple d'accès transporte en réalité avec lui. Il y a vraiment quelque chose de touchant dans cette vidéo, dans ce que le jeu vidéo peut aussi avoir de transgénérationnel et de liant, en ce que cette vidéo me donne aussi de faire personnellement, c'est-à-dire foncer, faire une partie avec tel ou tel membre de ma famille et de profiter du temps à passer ensemble. C'est complètement pour ce genre de travail que je regarde YouTube. Il y aurait 10 000 autres vidéos à faire sur le sujet, c'est très cool. Je fais découvrir le GOTY à ma grand-mère qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. C'était la dernière recommandation de cette semaine sur Soft Power et c'était super sympa. Tous les liens de toutes les recommandations en description, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. On se retrouve dans 2 semaines sans faute, vendredi de 10h à midi. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Soft Power ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros, vous connaissez la marche à suivre. Direction les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter l'émission en audio et direction la chaîne YouTube Lex Tutor pour le format VOD. Tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 60e numéro de Soft Power. Je vous remercie d'ailleurs d'être présent à chaque fois pour votre matinale pop culture et politique préférée de Golarion, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines, de quoi largement vous laisser le temps de prendre soin de vous et de vous regrouper. Allez, ciao!